Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue. Vous êtes ancien patron du RAID, vous êtes ancien député, vous avez eu plusieurs vies dans votre vie, et vous publiez, nouvelle vie aussi, une vie de romancier, Les Hommes en Noir, chez Plomb, Servir ou Faillir. C'est un roman, en même temps c'est un roman vrai, c'est un roman quête, il y a de la fiction, mais on est aussi bien sûr au plus près de la réalité, de ce que vous avez connu dans la lutte, notamment contre le terrorisme. Un mot de vous d'abord, vous n'avez pas souhaité faire un nouveau mandat de député, vous êtes allé vers une nouvelle vie. Comment êtes-vous dans cette nouvelle vie? L'action ne vous manque pas? L'action dans le roman, elle existe, et le fait d'écrire, c'est déjà une action en soi. Même si on est chez soi devant un ordinateur, quoi, c'est pas pareil. Hein. Oui, mais bon, c'est une action en soi, et c'est quelquefois un grand travail, une grande souffrance, hein, d'accoucher d'un roman. Donc ça me prend du temps. Alors est-ce que l'action ne me manque pas? Moi, j'ai connu plusieurs actions. Vous l'avez dit, l'action policière, l'action politique. Oui, quelquefois l'action me manque. Ce qui me manque surtout, c'est l'équipe. C'est le relationnel, c'est ça qui me manque, mais à un certain moment, eh bien, il faut passer à autre chose, donc c'est ce que je fais. Et c'est vrai que les relations sont très intenses entre ces hommes en noir, entre ces policiers d'élite. Bon, on voit bien qu'à travers le personnage principal, Gabi, il y a beaucoup de vous. 70%, 80%, sauf les 50 dernières pages, bien sûr, on dira rien à vos lecteurs. On ne peut que s'impliquer personnellement quand on écrit sur des personnages aussi proches de ce qu'on a connu. Bien évidemment, une partie des personnages sont inspirés de personnages vrais, inspirés, hein, mais après, la magie du récit fait qu'ils ont une vie propre, ces personnages-là, qui dépassent d'ailleurs l'autre. Moi, en tout cas, à un certain moment, ça m'a dépassé, et j'ai suivi mes personnages. C'est un peu particulier. Gabi, c'est une partie de moi, mais pas que. Il y a une partie. Ce que j'ai voulu faire voir aussi, c'est les ambitions des uns et des autres, y compris des bons. Il y a les bons et les méchants dans ce roman, y compris des bons, les ambitions des bons, et la partie noire, la partie cachée aussi, y compris des bons d'ailleurs. Est-ce que le policier, surtout quand il est d'élite, vit mal la relation hiérarchique avec des chefs qui sont dans les bureaux et qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions, avec le politique? On a le sentiment parfois qu'il y a cette amertume permanente. Cette amertume, elle existe dans un phénomène qui s'appelle la décompensation, qui est un phénomène psychologique important, qui dit qu'à un certain moment, on est sur le terrain, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui savons, et donc on n'a pas à subir les instructions qui viennent d'en haut. Sauf que à un certain moment, il faut bien s'en rendre compte aussi, les équipes d'intervention sont des outils, des moyens du politique pour travailler sur la lutte terroriste. Donc il faut arriver à faire l'amalgame des deux, et le chef est là pour ça, pour faire passer ce message-là, et c'est pas toujours facile, ni pour faire passer le message vers le bas, ni pour récupérer le message vers le haut. Est-ce qu'on peut être chef longtemps dans ce genre de poste si exposé? On s'use beaucoup sur ces postes-là, et je pense qu'à un certain moment, il faut partir, parce que au bout de quelque temps, on acquiert des certitudes. Et les certitudes, c'est toujours mauvais. La fréquentation de la mort, la fréquentation de l'horreur, ça impacte évidemment psychologiquement même des hommes super entraînés. Est-ce qu'un policier d'élite peut avoir une vie sociale, familiale, normale ? Oui, bien sûr, à condition que dans sa vie normale, dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, il essaye de faire la part des choses avec ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il a vécu. Exemple simple, le jour de après l'hypercachère, il y a le chef des psychologues est venu au RAID et a donné quelques conseils pratiques en disant surtout, ne parlez pas de ce que vous avez vécu et de vos angoisses à votre famille, parce que vous allez leur faire porter votre sac à dos et ça va tourner en rond et vous allez détruire votre famille en même temps. Donc voilà, il faut faire bien la part des choses, et ça c'est quelque chose d'important. Dans l'exploration psychologique aussi de ces personnages, il y a beaucoup de pages consacrées au rapport entre le policier et son arme, ses armes. Vous rentrez dans le détail de la description. C'est si important que ça ?
C'est pas uniquement vis-à-vis du policier, c'est aussi les armes des terroristes que l'on a en face de nous et les dangers que l'on doit affronter, et en particulier ce danger tout nouveau que j'ai vécu, qui est le kamikaze, qui est la bombe humaine. Le gilet piégé bourré de boulons. Voilà, c'est une bombe intelligente, c'est porté sur quelqu'un qui, lui, n'a pas peur de risquer sa vie, et pour qui la vie ne signifie rien. Mais le rapport aux armes, c'est quelque chose évidemment important, c'est surtout le rapport au fait de pouvoir maîtriser ses armes. Ça, c'est quelque chose d'important, et de considérer son arme comme un outil et rien d'autre. Il y a, entre le policier et le terroriste traqué, puis le terroriste affronté, quelque chose qui relève, je ne dirais pas de la fascination, mais quand même de l'intérêt. Pour les plus intelligents de ces islamistes, vous avez-vous parfois ressenti cette forme de fascination ? Fascination, c'est un grand mot. Ouais, c'est un très grand mot. Mais en tout cas d'interrogation et de bizarrerie que j'essaye de décrire dans ce roman d'ailleurs. Et effectivement, il y a une espèce d'effet miroir entre les uns et les autres, entre Gabi, ce chef d'unité d'intervention, et le terroriste Wahid, qui est une espèce d'ambition croisée aussi. Ils vont monter ensemble, chacun de son côté, les échelons du pouvoir d'une manière générale. Et effectivement, il y a des effets miroirs. Je vais pas employer fascination, mais il y a des effets miroirs. Il y a des questionnements de l'un par rapport à l'autre, des envies de destruction aussi de l'un par rapport à l'autre. Tous les deux prêts au sacrifice, il le faut, chacun pour ses valeurs. Oui, et c'est ça qui est important, c'est de savoir que face à de ce type de kamikaze qui nous attaque sur les valeurs, on a en face d'eux pour riposter et pour répondre nos valeurs à nous, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, et des gens qui sont prêts de s'engager pour ça jusqu'à la mort d'ailleurs. Et puis il y a la population qui est à la fois une admiration, une grande reconnaissance envers les policiers d'élite, une population qui n'est jamais tombée dans la vengeance en s'en prenant au premier musulman qui passe. Vous trouvez que le peuple français est un bon peuple, qu'il mérite ses policiers d'élite ? Je trouve que c'est le peuple français, dans sa grande majorité, on parle souvent des minorités râleuses en France, hein, mais dans sa grande majorité est un peuple d'abord qui a un cœur d'or, on le voit à chaque problème majeur, mais aussi c'est un peuple courageux et résilient. C'est un peuple qui est derrière sa police, qui est derrière ses autorités d'une manière générale, et c'est un peuple qui mérite la police. Je ne poserai pas la question comme ça. Je dirais que c'est un peuple qui mérite d'avoir une bonne police et gendarmerie, bien évidemment, une bonne police à son niveau. Oui. Vous vous interrogez, vos héros s'interrogent sur le terrain, ils se demandent en permanence si leurs modes d'action ne deviennent pas obsolètes, si les terroristes ne vont pas être plus intelligents, plus malins, plus rusés. Le raid, ça peut devenir obsolète rapidement ? Ah, le raid évolue perpétuellement. Parce que il faut rester à niveau du danger qu'on a en face de nous. Il faut d'abord l'analyser, ce danger, voir comment il évolue, et rester à niveau de ce danger-là. Effectivement, il y a une évolution perpétuelle. Si on arrêtait d'évoluer, non seulement le RAID, mais toutes les autres unités, et à ce moment-là, on serait rapidement obsolète, effectivement, et on rendrait pas les résultats qu'on doit rendre. Alors vous allez assez loin dans la fiction. On va pas détailler le secret de votre roman, mais l'infiltration du sommet de l'État, de l'élite de la police, par des islamistes, c'est une possibilité, c'est un vrai risque. Il faut n'écarter aucun de ce type de risque. L'infiltration, évidemment que c'est un risque, et d'ailleurs c'est un risque qui est analysé par les services de renseignement de chez nous, que ce soit à l'intérieur de leur service ou que ce soit dans les autres services de l'État. Je rappelle pour mémoire cet attentat qu'il y a eu à la préfecture de police dans les services de renseignement par un islamiste, hein, qui était infiltré, qui travaillait là depuis quelques... Donc c'est quelque chose de probable. Vous avez une peinture de la vie publique, de la vie politique, parce que votre héros, comme vous, passe à la politique.
qui est assez cynique quand même. Hein. Sortir des affaires dans la presse pour faire tomber un ministre, prendre sa place et ça puis n'existe jamais, ça. Voilà. C'est ce que vous avez vu pendant 5 ans depuis l'Assemblée. Bah, vous savez, sortir dans la presse des affaires pour faire tomber sans aucune preuve, parce que les dossiers sont souvent légers les uns et les autres, et puis ça débouche sur rien. Ça, on le voit tous les jours, on le voit souvent, et quelle que soit l'appartenance du candidat, on le voit partout. Je vais pas faire l'actualité de ces choses-là. Ça c'est effectivement quelque chose d'important. C'est pas une vue cynique de la politique, parce que la politique c'est quelque chose de noble, et je le dis aussi dans le livre, et je l'ai dit à plusieurs occasions. La politique c'est quelque chose de noble. C'est au service de la population, et tout ce qui est fait c'est pour le bien de la population. Mais quelquefois, il y a des positionnements qui méritent d'être signalés. J'en ai romancé quelques-uns dans mon livre. C'est aussi pour ça que vous avez quitté la politique? Parce que cette part-là, vous ne vouliez pas la fréquenter plus longtemps? Oui, puis oui, c'est aussi pour ça, mais pas que. Vous savez, moi, j'étais pas parti pour faire une carrière politique après 40 ans de police. J'ai fait un mandat. Ce mandat a été bien fourni. Je portais une loi importante qui s'appelle la sécurité globale. Donc voilà, j'ai travaillé avec tous les ministres de l'Intérieur. J'ai eu une période heureuse dans mon mandat, mais à un certain moment, il faut savoir tirer la part des choses et se dire à quoi vas-tu servir si tu fais 5 ans supplémentaires. J'ai fait mon bilan et j'ai trouvé que si je faisais 5 ans supplémentaires, à condition d'être réélu bien sûr, je pense pas que je pouvais apporter beaucoup plus de choses que ce que je n'ai apporté. Donc j'essaye de les apporter ailleurs maintenant, en particulier en écrivant des romans. Depuis les événements qui servent de trame à votre roman, l'hypercachère, le Bataclan, etc., l'opinion a été attirée, occupée, obsédée par d'autres dangers. La Covid, la guerre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on sous-estime le risque terroriste dans notre pays ? Pas les autorités de l'État. En France, par contre, je peux en témoigner, tous les gouvernements ont pris en compte quelles que soient leurs orientations politiques, ont pris en compte ce problème du terrorisme et l'ont pris très sérieusement. La structure législative de notre pays fait que depuis très longtemps, les choses ont évolué dans ce sens-là, sur le renseignement aussi, sur l'opérationnel aussi. Donc jusqu'à prendre en compte les demandes budgétaires et faire les efforts qu'il faut pour équiper la police. Oui, je pense que dans ce domaine précis, effectivement, les demandes ont été prises en compte. Mais vous savez, tout est évolutif aussi. Donc demain, on aura besoin d'autre chose et il faudra les financer aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important qui s'est passé dans la lutte contre Daesh en particulier, c'est qu'on a combattu à la fois le terroriste à l'intérieur de nos frontières par les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, et à l'extérieur de nos frontières par l'armée. C'est ça qui a coupé les tentacules de la pieuvre. Tout à fait, tout à fait. Mais l'opinion, le peuple peut pas vivre dans l'angoisse permanente. Donc qu'on oublie un peu qu'il y a eu des attentats, que la vie reprenne, c'est peut-être sain pour une population. Oui, l'esprit de résilience, notre population a un esprit de résilience important, mais on s'aperçoit quand même que, vous l'avez dit vous-même, les dangers ou les crises se surajoutent aux crises en ce moment. Ça va assez vite. Bon, c'est déjà arrivé dans d'autres périodes de notre histoire, mais les choses se surajoutent les unes aux autres. Alors à partir du moment où ça se surajoute, c'est difficile d'avoir un esprit de résilience, mais c'est vrai qu'on le danger terroriste, il faut le combattre, mais à un certain moment, il faut aussi avoir cet esprit de résilience et continuer à vivre comme on a l'habitude de continuer, parce que c'est nos valeurs qui sont les plus fortes, en fait. Jean-Michel Fauvergue, Les hommes en noir, servir ou faillir, roman surprenant jusqu'à la fin, avec des coups de théâtre, c'est chez Plomb. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Christophe.